Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'information. Nous répondrons à toutes vos questions dans la dernière partie de cette émission. Nos patients sont leurs meilleurs psys. Un titre un peu surprenant, mais qui n'est que l'interprétation de ce livre, le dernier ouvrage d'Antoine Pellissolo. Alors il est probable que la lecture, ou du moins le conseil à son recours, puisse rendre bien des services à ceux qui nous regardent et ne savent pas vraiment que faire devant le stress, l'insomnie, la timidité, le besoin de tout vérifier, la jalousie, l'hypocondrie, les addictions de tout type, ou tout simplement la peur de l'avion. Une belle tranche de personnalité, de phobie, d'angoisse et de blocage. Si je ne connaissais pas le talent de psychiatre d'Antoine Pellissolo, je pourrais dire que vous ratissez un très large et qu'on assiste à un doux mélange de problèmes de vie en hésitant sans cesse entre ce qui est une normalité un peu exagérée et des pathologies naissantes. Avec une constante, chacun des problèmes que vous évoquez dans ce livre a des conséquences sur la qualité de vie de celle ou de celui qui les supporte. Vous déclarez aussi que l'on peut les corriger. Alors, comme vous le dites dans votre livre, eh bien, on va faire une émission précieuse pour aider les patients et leurs proches. Nous sommes le dernier jeudi de juin, date de notre rendez-vous mensuel avec notre partenaire, le groupe VIV, qui sera représenté pour co-animer, vous en avez l'habitude, avec moi, le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-François, bonjour Antoine Pellissolo. Est-ce une question, est-ce que vous êtes retrouvé dans ce livre ? Un petit peu, mais pas tant que ça finalement. J'ai connu beaucoup de monde en revanche, hein. J'en atteste. La lecture m'a beaucoup plu, je crois qu'on a pas mal de questions à vous poser, Jean-François. Alors Antoine, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'on se dit tous les deux qu'on se retrouve pas tôt dans le bouquin. Peut-être tout le monde peut-être dit ça quand vous parlez de votre bouquin. Il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui tout de suite adhèrent à tout. Ouais, c'est un peu comme dans les réponses qu'on fait à des questionnaires. Oui, et puis on va voir. Et puis d'autres qui s'en détachent un peu. C'est souvent le parcours de vie qui a fait que peut-être on avait des soucis à un moment donné, on les a plus à un autre. Alors vous êtes un auteur de best-seller, si on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire, mais enfin vous êtes un de ceux qui publient souvent des bouquins. Là, vous êtes votre meilleur psy. Moi, ça m'a rappelé le bouquin de Frédéric Salman, notre confrère, Le meilleur médicament, c'est vous. Il en a vendu plusieurs millions dans le monde. Donc, c'est votre objectif ? J'aimerais bien. Mais le titre, je ne vous cacherai pas que le titre est fait pour faire attirer l'attention. Et voilà. Par contre, le contenu, moi, je crois que c'est mon activité depuis longtemps d'essayer d'expliquer les problématiques en direct à nos patients ou au grand public pour se gérer par soi-même au maximum. Vous disiez en échange avant le générique, vous disiez à Nicolas Leblanc qu'en fin de compte, c'est votre pratique, quoi. C'est un outil pratique, un bouquin comme ça. C'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer tous les jours en consultation. Alors en général, on n'a pas le temps et les personnes, en gros, ils oublient vite qu'on leur dit. Donc ce qui peut être fait à la maison. Et pour des personnes qui ne consultent pas encore, moi je pense que vraiment il y a tous ceux qui sont encore dans le déni, dans la peur de consulter, surtout un psy. C'est une première étape qui peut suffire ou pas à évoluer face à des difficultés effectivement assez courantes, je pense, dans le grand public. Alors, vous avez écrit ce bouquin pour que les patients ne passent pas par la case psychiatre, vous venez de l'expliquer. Ça représente combien de personnes, de pourcentage d'épidémiologie ? On en est à combien de... À part nous deux. Bon, je dirais au moins plusieurs millions, pour être simple. C'est-à-dire que si on voulait schématiser, les comportements ou les émotions que je décris peuvent être soit normales, à un moment donné, normales, ils peuvent être pathologiques, c'est ceux qu'on consulte tous les jours, et puis il y a entre les deux. Et entre les deux, c'est l'excès, l'exagération. Je contrôle tout, j'ai le trac de manière excessive. Ce sont en gros ce que les médecins, là on est entre médecins, on pourrait appeler des symptômes. Effectivement, les symptômes d'habitude ne génèrent pas une pathologie grave, mais ils peuvent être quand même gênants. La qualité de vie, effectivement, est altérée. C'est un peu ce que j'appelle les petits cailloux dans la chaussure. C'est-à-dire qu'on les a, c'est pas très gênant sur le moment, mais à force de marcher avec, ça commence à faire mal. Et puis malheureusement, parfois, ils dérivent un peu vers des pathologies. Donc ce que je propose, c'est de les prendre en charge assez vite, quand on les a reconnus, soit par soi-même, avec un livre comme ça, il y en a plein d'autres maintenant, des guides un petit peu d'autotraitement, et le médecin traitant, le généraliste ou d'autres, peut servir d'intermédiaire, effectivement, dans ces phases-là. Alors justement, vous parlez dans votre bouquin de psychoéducation. Quelle est la place du médecin traitant avec cet outil de psychoéducation ? Alors je pense que c'est vraiment la première étape d'une psychothérapie, la psychoéducation, c'est déjà comprendre et devenir un peu spécialiste de son propre cas. Le généraliste, ou le médecin traitant en général, c'est lui qui connaît bien le malade depuis longtemps, justement, il va pouvoir repérer et expliquer, faire en gros le diagnostic. Et dans ces troubles dans lesquels il y a beaucoup de déni,
au départ. On ne se reconnaît pas soi-même avec ses difficultés, ou alors on n'ose pas en parler. Donc l'interlocuteur médecin de confiance, on peut dire, il va servir à dire, là, vous savez, il y a quand même un souci, il faudrait peut-être faire quelque chose. Ça existe, donc le fait de mettre des mots dessus. Moi, les mots que j'utilise, c'est les mots du grand public, parce que c'est une première accroche, mais le médecin, il va dire, oui, ça peut correspondre à une dépression ou quelque chose qui peut aller vers la dépression. Et donc, ça va être un allié pour soit se débrouiller, encore une fois, un peu par soi-même avec je dirais des recommandations assez pratiques, ou après, éventuellement, orienter vers des spécialistes quand c'est nécessaire, ou faire le travail. Il y a des médecins qui vont assumer ce travail-là, selon leur goût ou pas et leur possibilité. Alors, vous vous intéressez à des situations borderline. Je sais que borderline, ça veut déjà dire quelque chose en psy, mais on va le garder dans son engagement public. Par exemple, on va être concret, j'ai besoin de tout vérifier. Là, on est dans le TOC. À quel moment, une situation comme ça devient pathologique? Alors, très bon exemple. Je vous disais, il y a le normal. On vérifie quand c'est nécessaire. Quand on a un TOC grave, on vérifie des choses qu'on a déjà vérifiées, ou on lave des choses qu'on a déjà lavées. J'ai une patiente ce matin, elle me dit qu'elle lave l'eau. Elle a fait tomber de l'eau par terre, il faut qu'elle la lave. Ça, c'est la pathologie. Et entre les deux, il y a tout ce qu'on appelle des petites manies, plus ou moins fortes. En gros, vérifier alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. On ne va pas le faire 15 fois, mais... Je suis d'accord, mais par exemple, est-ce que je me suis retrouvé dans votre livre? Oui et non. Je ne peux pas dormir si la porte n'est pas fermée, par exemple. Je suis dans le TOC, ou si ça m'empêche de dormir, je suis dans le TOC? Alors, il y a deux choses. Soit ça vous empêche de dormir, et là, oui, il y a un problème, hein, sans pouvoir le qualifier. Hein, c'est pas, il faut éviter en tout cas de psychiatriser. C'est juste mettre des mots de quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, on va dire. Et puis, deuxième chose, le niveau de gêne, quoi. Est-ce que la souffrance un peu quotidienne, hein, qui n'est pas majeure, mais qui permet qui gâche un peu la vie, comme on dit au quotidien, est-ce qu'on a envie quand même de s'en séparer? Alors, comprendre le niveau effectivement de gêne, mais il y a aussi le niveau d'intervention. À quel moment on peut juger de cette cascade? C'est personnel, je lis votre bouquin puis je me rends compte que c'est moi, mon entourage, le médecin traitant, le spécialiste. C'est ça la bonne cascade d'intervention? Oui. Mais vraiment, comment on juge la première étape, c'est effectivement que la personne soit informée, parce que sinon, elle ne viendra pas toute seule. Donc, c'est soit ce que vous faites vous, ce que font les médias sur telle pathologie existe. Moi, j'ai vécu ça avec la phobie sociale, par exemple. Il y a 30 ans, personne n'en parlait. Et il y a eu une information, et maintenant, des personnes viennent consulter d'elles-mêmes pour dire « j'ai une phobie sociale ». Après, c'est vrai ou c'est pas vrai, on vérifie, mais au moins, ça génère une prise de conscience et une demande. Si c'est pas comme ça spontané, il faut qu'un médecin, un professionnel, propose quelque chose, repère et propose quelque chose. C'est le médecin traitant, il y a les psychologues aussi, théoriquement, qui sont des interlocuteurs plus, on va dire, accessibles pour certaines personnes qui évitent de psychiatriser, etc. Et en gros, plus il y aura d'intermédiaires, plus on pourra être guidé vers une solution. Parce que l'avantage, c'est que toutes ces problématiques-là, on dispose quand même de bonnes solutions qui peuvent être très utiles. C'est jamais des miracles, c'est pas des pilules magiques, mais quand même, on a des solutions pertinentes. Vous parlez d'érotophobie, qu'est-ce que c'est? Alors, érotophobie, c'est un vieux terme qui veut dire peur obsédante de rougir en public face à l'autre. Donc, c'est pas juste de rougir, parce que rougir, c'est une réaction physiologique normale, c'est d'être obsédé par la peur de rougir. Donc, c'est un TOC? Alors, c'est au carrefour entre la phobie sociale, parce que ça se traduit par la peur du regard de l'autre, au final, et effectivement une obsession, quelque chose qui devient obsédant, et en plus avec des comportements souvent soit d'évitement de l'autre, donc un vrai problème ensuite de la vie quotidienne, et puis souvent de vérification. C'est des personnes qui sont en permanence de se surveiller pour être sûr qu'elles ne vont pas rougir, parce que c'est toujours vécu comme une humiliation, quand c'est poussé, hein, il y a tous les degrés, et donc ça gêne en fait la vie quotidienne, puisque ça peut être en permanence, est-ce que je ne vais pas rougir, et qu'est-ce qui se passe, c'est la catastrophe si ça m'arrive. Qu'est-ce qui définit la normalité, comme pour les colères, comme pour la peur de la piqûre, qu'est-ce qui définit cette barrière entre ce qui est de la gêne, de la normalité, et qui consulter quand? C'est vrai que cette frontière-là, elle se dessine comment pour les médecins traitants, pour quand on est médecin, c'est ça. Familles. Votre livre, c'est à quel moment je me situe? Deux choses, toujours. Est-ce que la personne va changer sa manière d'être dans la vie? C'est-à-dire, je ne vais plus aux soirées auxquelles je suis invité, je ne prends plus la parole en public, je choisis même mes activités en fonction de ça. Donc là, c'est un critère objectif. Ou alors,
tous les jours, je me lève le matin avec la boule au ventre en me disant ça va être dur, c'est dur quand j'y vais quand même, mais c'est dur quand j'y vais. En fait, quand il y a une plainte, quoi, et c'est comme pour d'autres symptômes en médecine. Et deuxième chose, que c'est durable, parce que toutes les situations que j'évoque là, ça peut être banal quand ça passe, quand ça dure une semaine, 15 jours, 3 semaines. Quand ça fait des années, c'est très indiscutable là, ou en tout cas plusieurs mois, c'est qu'il y a un problème qui résiste un peu plus. Ça rejaillit sur la vie, qualité de la vie, et c'est durable. Vous avez choisi 28 situations. C'est exhaustif ou c'est qu'il fallait vous êtes arrêté à 28 Il y aura peut-être un tome 2. Ah oui, ça c'est fort. Ça. Non, c'est celles qui à la fois, je dirais, sont faciles à décrire en peu de pages, parce que sur chaque chapitre, on ne peut pas s'étendre, oui, parce que c'est plutôt Chaque chapitre, c'est un bouquin en fait. Alors ça pourrait, c'est sûr. Ça pourrait être un bouquin. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qui est accessible à la fois à la compréhension et aux explications en peu de pages, assez fréquent, parce que je pense que ça balaye effectivement assez large, mais bon, c'est vrai que c'est infini, hein, le réservoir. Alors, c'est paru aux éditions Flammarion, Elle est mieux sans divan ni médicaments, c'est Antoine Pellissolo, et les situations, je vous en donne quelques-unes, je m'appuie trop sur les autres, je suis jaloux et parano, je suis perturbé par les souvenirs, et bien sûr les classiques, je mange trop et j'ai des difficultés sexuelles. Ça, c'est le chapitrage. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais est-ce que vous sentez que les patients viennent de plus en plus spontanément, ou alors c'est l'entourage qui le détecte, ou peut-être même le médecin traitant? Comment aborder aussi ces sujets pour les médecins traitants en marge de consultation qui parfois ne sont pas dédiés à ces types de symptômes? Oui, alors c'est vraiment par la connaissance, hein, c'est-à-dire des choses qu'on va remarquer une fois, deux fois, trois fois sur des consultations qui suivent. L'anxiété, souvent, c'est à l'origine de beaucoup de demandes, notamment de médicaments, enfin, etc. Ça va être quand même un repérage sur la durée. C'est vrai qu'il ne faut pas se baser sur une seule consultation. Là, ça, en général, les personnes qui n'ont pas spontanément le discours pour aborder ça, ils ne vont pas le faire. Par contre, quand on va trouver des constantes dans le comportement de la personne, et puis, alors, le médecin, l'avantage quand il y a une relation de confiance, c'est qu'il peut oser quand même aborder des sujets pas faciles. Parler de la sexualité, je pense que c'est un des sujets sur lesquels il faut le professionnel a un rôle qui est celui d'être professionnel, c'est-à-dire on pose des questions un peu techniques. Bon, si on n'est pas mal à l'aise avec ça, ça marche très bien parce que les personnes vont pouvoir répondre. C'est pareil pour tout ce qui est vécu souvent dans la honte quand même. Il y a plein de gens qui ont honte de se ronger les ongles par exemple, ce qui paraît banal, sauf que quand on a l'impression d'être un peu vraiment différent des autres pour toutes ces raisons-là, ça fait du bien de trouver un interlocuteur qui va dire « je connais » et qui ne va pas stigmatiser. Parce que vraiment, les deux obstacles, je dis souvent, c'est un peu raccourci, mais il y a le déni et le dénigrement pour soi et qui vient des autres. Soit on cache, bon, c'est un mécanisme psychologique classique, on se cache, soit tout de suite on est soumis à un jugement, un auto-jugement ou un jugement des proches. Et parfois même, c'est l'environnement direct, hein, c'est les familles qui sont très négatives. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'à force d'en parler, on trouve ça non pas banal, mais qu'on puisse dire ça existe, ça touche tellement de personnes qu'on ne peut pas dire c'est les fous, quoi, parce que c'est quand même ça l'image derrière. Alors, on pourrait discuter des heures avec vous, on en a l'habitude, hein, mais on est obligé de se limiter à quelques situations. Pour les autres, je vous conseille livre de l'été, hein, y compris pour les médecins, et puis conseillez ça à vos patients. Sur la plage, vous aurez sûrement des gens qui reviendront et qui seront en meilleur état. Parce que c'est des trucs qu'on n'apprend pas à la fac, la plupart des choses. Bien sûr. Vous êtes enseignant, vous? Eh oui. Et alors on essaye, hein, mais c'est vrai que déjà on n'a pas beaucoup de temps d'enseignement pour la psychiatrie en particulier. Ça touche des millions de personnes. Donc on fait les grandes pathologies psychiatriques. Alors ça, effectivement, c'est plus large que la psychiatrie. Oui, c'est en gros l'apprentissage déjà de la psychologie, malheureusement, qui manque en médecine et dans le grand public. Moi, je milite depuis un certain temps pour faire des cours de psychologie à l'école, tout simplement, parce que c'est une éducation à la santé mentale, comme il y a besoin d'éducation à la santé en général. Bon, alors on a déjà pris du retard, on va aller voir quelques situations. On commence par la première, qui est le stress, c'est du classique, si on en croit les statistiques et le succès des émissions consacrées à ce sujet. Comment le médecin fait le tri devant cette affirmation « je suis stressé », qui doit entendre de plus en plus quand même? Et c'est vrai. Alors déjà le terme, malheureusement, il est souvent un polysémique, comme on dit. Il y a « je suis stressé parce que je vis des situations stressantes », donc dans le travail surtout maintenant, ou alors je suis un stressé de nature, on va dire. Et donc souvent il y a des confusions. Donc en gros, le vrai stress, c'est celui qui vient de l'extérieur, théoriquement. Le stress, c'est une réaction du corps normale face à une agression possible, une agression réelle ou possible. Et tout le problème de la pensée humaine, c'est que le possible devient, pour certains, quasiment une certitude. Donc on se auto-stresse le plus souvent. Et donc les réactions de stress, c'est ce qui va être gênant pour l'organisme, alors que c'est au départ quelque chose d'utile.
quand ça dure trop longtemps, quand ça dépasse ses propres capacités. Donc c'est vrai que ça peut tourner à des vrais états un peu maladifs, quoi. Vous comparez au cholestérol dans le livre ? Le bon oui, alors là, mauvais c'est une comparaison un peu simple, mais je pense pour le grand public, c'est assez parlant. Pourquoi ? Parce qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol, il y a du bon et du mauvais stress. Il y a le stress utile, qui est la réaction pour s'adapter à un changement ou à une situation agressive. Qui est une réaction formidable de l'organisme. Bien sûr, c'est grâce à ça qu'on est une espèce vivante. Une espèce vivante, oui. Tout à fait. Mais qui est faite normalement pour les agressions physiques, trop de chaleur, trop de violence, etc. Et le cerveau humain transforme ça en toute menace. Et donc je me stresse. Tout à l'heure, j'étais stressé dans le taxi parce que j'avais peur d'arriver en retard ou qu'il y a un accident parce que le chauffeur allait un peu vite. Donc, alors que finalement, je suis arrivé en bon état. Mais mon cerveau était à l'affût d'un risque. Et donc j'ai les signes du stress à ce moment-là. Alors vous appelez votre cerveau docteur stress. Ça, je trouve que c'est joli, et en disant, c'est un médecin qui a 2 armes, l'adrénaline et le cortisone. Oui, qui n'a pas fait beaucoup d'études, enfin qui connaît 2 médicaments, mais très universels, hein, c'est des couteaux suisses. L'adrénaline qui stimule, qui éveille, qui donne de l'énergie, et le cortisol, dans un deuxième temps, souvent qui protège, alors qui donne de l'énergie aussi, c'est un dopant, un autodopant, c'est ces 2 automédicaments qui ont leurs avantages, les effets thérapeutiques, mais aussi les effets secondaires de tout médicament. Donc l'adrénaline et la cortisone, hein, en tant que médicament, le cortisol, substance interne, ont leurs effets toxiques à long terme. Et donc c'est ça que j'essaie d'expliquer. En fait, c'est la dérive d'une réaction normale qui devient ensuite toxique. Et donc il faut apprendre à maîtriser du mieux possible. Quel conseil vous donneriez aux médecins traitants face à des personnes angoissées avant de prescrire des benzodiazépines, ce qui est quand même le réflexe assez général, voilà. Ben encore, oui, parce que c'est une solution, qu'on connaît, mais qui a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc la gestion du stress, si on parle du stress en particulier, c'est en général 3 choses. Essayer de limiter quand même les stresseurs. Donc en gros, moi j'ai pris le taxi aujourd'hui, j'aurais pu prendre une moto à la place, et clairement je me dis, bon voilà, si on peut éviter les risques, c'est toujours bien. Donc voilà, on adapte ses choix. C'est pas toujours facile, hein, dans le boulot, il faut savoir dire non, il faut déléguer, c'est ce qui va être pris dans certains chapitres, comment dire non, comment s'affirmer. Donc ça c'est souvent essentiel, la gestion de l'emploi du temps, parce que c'est en ayant un emploi du temps et des objectifs un peu moins chargés quand même qu'on peut plus facilement se sentir un peu plus serein. Deuxième chose, c'est planifier des actions de changement. Donc, j'accumule le travail, je m'expose trop à des choses impossibles et surtout, je gère mal mes émotions. Voilà, je vais essayer de changer. Donc ça, c'est... Vous appelez changer de point de vue. Alors, changer de tout ce qui peut être excessif dans les dangers que j'envisage. Parce que, on sait, là, c'est un chiffre que j'ai trouvé, l'anxiété d'une population ou la peur des populations, elle n'est justifiée que dans 8% des cas. C'est-à-dire qu'il y a 8% des situations qui sont réellement dangereuses à un moment donné, et tout le reste, c'est de l'anxiété, on va dire, excessive. Donc, ne serait-ce que mentalement, essayer de faire le tri dans tout ça, ce n'est pas simple. Hein. Bon, chez les grands anxieux, c'est très compliqué, mais chez tout un chacun, normalement, on peut y arriver. Donc, faire le tri. Et puis, troisième chose, c'est tout ce qui passe par le corps, parce qu'il n'y a pas que l'esprit, il y a vraiment le corps, et dans le stress, c'est vraiment très, très, très mêlé. Le corps souffre pendant un état de stress, donc il faut en gros vraiment le chouchouter, la relaxation, la sophrologie, les méthodes de yoga, tout ce qui est vraiment corps-esprit, c'est souvent essentiel pour protéger son corps. On va accélérer parce que le temps passe pour d'autres... Je suis trop bavard. Non, vous êtes trop intéressant. Alors un autre grand classique, j'hésitais à le mettre, celui-là, je suis un hypocondriaque. Bon, les médecins entendent ça peut-être jamais, en fait, puisque tous les gens qui viennent les voir ne sont pas persuadés d'être hypocondriaques. Ils ne le disent pas. Mais par contre, on l'en voit. Alors on sait que c'est amplifié aujourd'hui par les réseaux sociaux, Internet, mais c'est une peur profonde qui est en nous quand même, de manière un peu diffuse. Il y a les vrais malades, hein, donc ceux-là, il faut s'en occuper au plan psychologique, et puis il y a tout un chacun qui va être influencé, notamment par les messages quand même de prévention, qui sont utiles, hein, bien sûr, mais qui alertent sur plein de risques, et donc il y a toujours l'idée... Vous êtes partagé, à chaque fois que j'ai un psy, il dit ouais, les messages de prévention, ça rend les gens hypocondriaques. Il y a une population qui est vulnérable, donc tout le reste, effectivement, il faut le faire, mais il faut penser aussi, et en tout cas s'en occuper, aux personnes qui vont interpréter tout de manière bien amplifiée et personnalisée. Quelle prescription non médicamenteuse vous c'est vraiment de la psychologie, c'est sûr. C'est l'homéopathie. Analyser d'où ça vient. Il y a souvent des angoisses fortes de mort, de séparation qui sont derrière.
derrière. Et puis vraiment très comportemental. Là, je pense que vraiment les conduites, c'est-à-dire j'arrête d'aller sur Internet, je prends un médecin et pas deux, c'est-à-dire je ne vais pas demander le deuxième avis, le troisième, le quatrième, je fais confiance en mon médecin. C'est vraiment là la ligne de conduite. Il y a quand même des médecins qui sont anxiogènes, non? Et oui, parce que c'est dans la communication. Ouais, dans la communication. Bon, il y en a, on peut espérer. On l'a vu au moment d'ailleurs, effectivement, des effets nocebo de certains médicaments. Des médecins suscitent plus d'effets secondaires que d'autres. C'est vrai, bien sûr. Et je crois que là aussi, on est vigilant sur la manière de communiquer. L'empathie est importante, parce que ça veut dire se mettre à la place de l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'il va comprendre de nos messages? Alors, c'est vrai, quand on est pressé et que quand on est convaincu qu'il faut arrêter de fumer, arrêter de manger mal, etc., on va le dire, on va l'asséner. Hein, mais ça peut faire peur, effectivement, c'est anxiogène. Mais l'Internet est un puissant fond pour ces Exactement, c'est un réservoir infini. Donc, il y a toujours, pour quelqu'un qui est... C'est un bien ou c'est un mal que les gens soient enfin informés de ce qui leur arrive? Bien sûr. Là aussi, pour la majorité, c'est un bien. Je pense que pour la majorité d'entre nous, c'est utile. Il y a toujours ceux qui vont faire un mauvais usage, comme pour toutes les choses, et qui vont tomber dedans. Donc là aussi, il faut les aider, il faut leur donner des limites, ou qui finalement, eux-mêmes, se mettent des limites. Comment donner des limites? Des règles, c'est-à-dire on le fait une fois, voilà, par exemple. Ça rejoint de nos côtés là, le problème des répétitions. Faire les choses une fois, c'est bien. Les faire 15 fois, c'est trop. C'est comme les contrats de poids chez les anorexiques. Ouais. Préciser un peu, parce que... Avoir des repères. Enfin, avoir des repères et contractualiser sur les limites à ne pas dépasser. Ouais. Vous avez peur en avion? Non. Bon, vous avez peur en avion? Non, mais alors ça, c'est intéressant, c'est parmi les peurs que je me représente bien. Celle-là, oui, donc vous avez peur en avion? Eh bien, je ne suis pas loin. Voilà, je suis pas loin. C'est pour ça, non, parce que je vous ai dit ça, parce que je le sens. Donc, on va changer de carrière. Donc, peur en avion, c'est banal, quoi. On ne peut pas mettre Ce qui peut me surprendre, c'est que vous faites côtoyer des choses qui sont... Oui, sauf qu'il y a des gens qui ne prennent pas l'avion à cause de ça. Hein, moi, j'ai vu des malades que j'ai dû prescrire un voyage en bateau, un cargo pour traverser l'Atlantique, pour aller aux Antilles, alors que c'est quand même plus compliqué. Et puis, c'est pas forcément plus rassurant. Hein. Non, mais tout ça est irrationnel, mais vraiment parce que c'était impossible. Donc, il y a des formes impossibles. Ce que j'espère, c'est qu'on puisse aider ceux qui n'en sont pas encore là, parce que c'est vraiment un exemple. C'est-à-dire que l'évitement de ces conduites-là aggrave la phobie. Donc, il faut tout de suite dire à tout le monde, dans ces cas-là, n'évitez pas. On va vous conseiller comment faire, mais surtout, n'arrêtez pas de prendre l'avion quand c'est possible. N'arrêtez pas de conduire. Autre phobie souvent méconnue, la voiture. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt générationnel. C'était moins à notre époque de notre jeunesse, ne pas avoir le permis de conduire, c'était un acte fort, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a plein qui n'ont pas le permis. Alors les jeunes, en tout cas dans les villes, n'ont plus envie de conduire, je pense qu'il y a un peu ça, et peut-être qu'ils évitent volontairement. Et puis maintenant quand même, peut-être que par le passé, tout le monde ne conduisait pas quand même, notamment, alors c'est peut-être un peu dépassé, mais les femmes conduisaient moins que les hommes par exemple. Et donc on ne s'étonnait pas qu'une femme ait peur de conduire. Les hommes aussi, hein, mais donc c'est peut-être la pression sociale qui est différente, mais vraiment c'est aussi un handicap pour beaucoup de personnes. Vous avez là, on raconte toutes ces peurs, tout ça, mais vous avez des recettes dans ce livre, hein? En tout cas, des conseils. Je pense qu'il faut se méfier de la recette toute faite, mais c'est pas très facile. Pour quelqu'un qui se méfie des recettes, vous avez quand même des résumés. C'est assez pratique quand même. Oui, c'est pour. Ne sous-vendez pas votre livre. Non, mais il ne faut pas vendre des choses qui ne seraient pas réalistes, mais bien sûr. On s'adresse aux médecins pour qui c'est d'une certaine utilité, parce qu'on n'a pas toujours réfléchi à tout ça, donc c'est quand même vraiment intéressant. Je supporte pas les piqûres, la phrase Non, moi ça va, mais c'est une phrase qu'on entend régulièrement. Ça méritait vraiment un chapitre ou pas? Oui, on a tous eu, en tout cas moi j'en ai vu, des patients qui ne vont pas faire leurs examens, ou alors qu'on nous envoie pour faire un scanner alors qu'ils sont, enfin une IRM qui sont claustrophobes, autre phobie médicale, et les prises de sang, la grossesse parfois est très compliquée à cause de ça. Donc il y a tous les degrés là aussi. On décrit le choc vagal mortel au moment c'est des histoires de chasse ou... Alors mortel je dirais pas, les malaises vagaux oui. Ça, c'est sûr. Ce qui est très étonnant dans la peur du sang, la vue du sang, des blessures et des procédures médicales, c'est que ça produit la réaction exactement inverse de celle qu'on évoquait tout à l'heure, qui était le choc adrénergique, on va dire. Là, c'est un choc vagal, effectivement, parasympathique, qui ralentit le cœur. Et effectivement, on tombe dans les pommes. Il y a des gens qui tombent dans les pommes, alors qu'on ne tombe jamais dans les pommes quand on a peur. Ça, c'est l'inverse de ce qui se passe. Et simplement, probablement, parce que si on est un peu déterministe, c'est que le corps réagit à un risque hémorragique
par un ralentissement de la pression cardiaque, et donc pour essayer d'éviter... et en tout cas, c'est caricatural. On fait quoi alors? On fait quoi quand on est médecin? On se stimule les mains, on frotte les mains très fort, on se stimule les muscles, ça relance un tout petit peu l'activité. Il faut le savoir, donc voilà, il faut le chercher de ce symptôme-là chez les gens. Il faut le préparer, oui. Alors, il y a une préoccupation, là, vous n'allez pas échapper pas la recette, mais au moins des conseils pratiques. C'est dans notre courrier sans arrêt. Hein. La position que doit adopter le médecin devant cette constatation, je n'arrive pas à décrocher des écrans. Là, est-ce que ce n'est pas une illusion déjà que de vouloir gagner contre la puissance des écrans? Alors, bien sûr, ça fait partie de notre vie et de plus en plus. Je crois qu'on est tous quand même préoccupés sur les effets collatéraux quand même. Je pense qu'il y en a deux sur lesquels il faut être vigilant, et peut-être les médecins ont vraiment un rôle à jouer. C'est tout ce que ça empêche de faire d'épanouissement, surtout pour les enfants quand même, les activités, on va dire, normales, sociales, et ce que j'appellerais l'ennui, quoi, tout simplement s'ennuyer. S'ennuyer, les enfants ne connaissent plus et plus personne ne connaît. Dès qu'on a 5 minutes, on sort le téléphone et on fait quelque chose. Alors que l'ennui, je ne sais pas pour faire de la philosophie, mais le cerveau par moment a besoin de décrocher un peu pour la créativité, pour mettre les choses en ordre. Il y a un mode du cerveau qui s'appelle le mode par défaut qui est vrai travail mental, comme le sommeil qui fait la mémorisation. C'est pareil aussi en étant éveillé, et on a peur, il ne faut pas dramatiser, mais qu'on perde un certain nombre de capacités, un petit peu de créativité, de tri dans l'activité cognitive. On va gagner tellement d'autres choses face à l'ignorance. Oui, mais c'est une question de quantité. Bien sûr, c'est une question de quantité, c'est-à-dire se réserver des périodes où on va se mettre ça de côté. Et puis le deuxième point, c'est que quand même, il y a des intentions pas malveillantes, mais orientées derrière. C'est-à-dire que l'image, c'est que le smartphone, c'est une télécommande de notre cerveau maintenant. C'est-à-dire que ça capte notre attention, hein, et c'est vraiment des vrais capteurs d'attention. C'est n'importe quel écran, n'importe quel lieu où il y a des superbes, je sais pas, tableaux. Si vous mettez un écran, tout de suite, tout le monde va regarder l'écran. En tout cas, chez les enfants, c'est démontré, parce que c'est l'image crée ça. Et il y a des intentions, c'est-à-dire qu'on veut nous vendre des choses, on veut orienter nos choix. C'est juste prendre un peu de recul par rapport à ça, dire attention, surtout chez les enfants, dont on sait que leur attention est quand même fragile. Et alors, là, je compte plus forte que Rihanna. Il va falloir s'y faire. Mais du coup, comment on fait pour diagnostiquer des vraies addictions aux écrans? Parce que ça prend tellement de place. Alors, je ne sais pas s'il faut dire addiction. D'ailleurs, c'est récent. La seule addiction, je dirais, officielle qu'on a pu pour l'instant décrire, c'est celle aux jeux vidéo, où là, il y a vraiment une composante en plus de jeux, c'est-à-dire comme il y a des jeux pathologiques, il y a des jeux vidéo pathologiques. Les écrans, on peut être prudent. C'est pas la peine de parler d'addiction, on peut parler d'excès, là aussi, vraiment tout bêtement. On passe trop de temps. Mais dans une famille, on met une boîte pour déposer le smartphone. Tout le monde, vous allez toujours le dire, mais personne ne le fait. Alors, ce qu'on peut faire, c'est quand même des règles très précises. On ne téléphone pas ou on ne regarde pas pendant le repas. C'est pas la peine de faire de voir un protocole très compliqué. Ce sont les zones à défendre dont vous parlez dans votre livre. Oui, ça s'appelle ça les zones à défendre. C'est le repas, avant le sommeil, et surtout le sommeil, tout bêtement. C'est-à-dire, là, je pense qu'on peut éteindre le téléphone la nuit, on peut même le sortir de la chambre. C'est pas très compliqué, et si on dit on fait ça de manière vraiment ritualisée, là par contre, ça vaut la peine de l'officialiser, c'est déjà ça de prix, quoi. Allez, on termine par deux situations. La première, vous dites je suis persuadé perturbé par des mauvais souvenirs. Là, on est dans le syndrome post-traumatique, non ? Alors ça peut. Le syndrome post-traumatique, c'est vraiment les événements gravissimes qui mettent la vie en danger, c'est-à-dire une agression, une catastrophe naturelle, la guerre. Donc j'ai failli mourir. Vous m'avez expliqué un jour dans une émission qu'une dame qui se fait arracher son sac, c'est un stress post-traumatique. C'est l'impression d'être... meilleure mémoire que moi. Oui. Si elle est braquée, c'est-à-dire si on la menace... Non, c'est que ça lui laisse... C'est l'effroi que ça produit. Ce que vous m'aviez dit à l'époque, c'est qu'il faut prendre ça en compte, il ne faut pas l'abandonner. Mais de toute façon, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a le PTSD, on va dire, franc lobère aigu de notre classification, et puis après, il y a tous les états de stress autres qui ne sont pas peut-être étiquetés post-traumatiques, mais qui sont des vrais soucis, donc ce que j'appelle les mauvais souvenirs, parce que ça va impacter. La différence, c'est qu'un stress post-traumatique, ça revient tout seul, c'est-à-dire que vous y pensez alors que vous ne voulez pas y penser, et ça crée plein de problèmes très compliqués au niveau psychique. Les mauvais souvenirs ou les perturbateurs, c'est moins fort, mais quand vous y pensez, ça vous fait mal quand même. Donc peu importe, et là, on fait quoi ? On s'en occupe. Alors, quand c'est léger...
Comment ? La méthode de la Madeleine dans le livre. Alors la méthode de la Madeleine, c'est effectivement le pont émotionnel pour essayer de retrouver l'histoire qu'on a un peu oubliée, mais qui se réveille un peu quand on est dans le même état émotionnel. Donc c'est un petit travail d'introspection qu'on peut faire par soi-même, qui peut être fait de manière plus complète avec des thérapies. Mais alors c'est banal, c'est la base de tout travail psychologique, hein, refaire son histoire, essayer de prendre de la distance, de changer de point de vue. Ça peut être compliqué, ça peut prendre des années, une psychothérapie, mais heureusement, il y a plein de choses qu'on peut faire plus facilement, plus couramment soi-même. Comme vous dites, on fait la paix avec son passé. Voilà. Vous avez qu'on a retenu. Bravo, hein. On a bien retenu votre livre. Je vous laisse poser la dernière question sur les difficultés sexuelles. Alors, la sexualité, c'est un sujet de préoccupation majeur. On le voit en santé, ça fait partie des questions souvent posées par les patients, que ça soit d'ordre psychologique sur les maladies chroniques ou les traitements des maladies chroniques, mais c'est pas, vous l'avez évoqué, pas un sujet facile à aborder dans les cabinets, dans une relation de consultation qui dure 16 minutes en moyenne en France. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil aux médecins traitants pour aborder ces sujets-là ? Moi, je dirais vraiment, il faut oser. Alors, c'est tout bête, mais oser parce que c'est le premier pas, on va dire, qui est difficile, c'est d'aborder le sujet. Je pense que les personnes qui consultent, les patients, s'ils savent avoir un problème, ils vont être très heureux de pouvoir en parler, de se libérer. Le problème, c'est qu'au départ, ils n'osent pas, c'est vraiment libérer la parole. Donc, c'est pas très technique, ça, mais c'est au moins dire, voilà, on peut aborder cette problématique-là avec des questions simples, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des problèmes pour telle ou telle situation ? Après, tout dépend de ce que veut faire le médecin. Soit il veut s'en occuper, alors il y a des formations, je pense qu'on ne peut pas l'improviser complètement, ou alors orienter. Mais c'est vraiment, si le médecin traitant ne le fait pas, personne ne le fera. Donc c'est vraiment... L'entourage, à chaque fois on a parlé de situations où la personne était très motrice de sa situation. Ouais. L'entourage joue un jeu quand même sur toutes ces situations-là. Oui, positif ou négatif. Ouais, il y a toujours à nouveau le dénigrement, c'est-à-dire critique sans proposer de solution. Mais en plus, non, il ne faut surtout pas consulter. Voilà. Donc c'est bon. Ce que j'espère, c'est qu'encore une fois, la parole se libère un peu et que les conjoints, les proches, effectivement, souvent ont un rôle déterminant. Donc si eux-mêmes ont compris, ça peut être peu de choses. Hein. Ça peut dire ah oui, en fait, c'est pas que de la mauvaise volonté, c'est autre chose. Il y a un petit souci et peuvent se reconnaître eux-mêmes dans d'autres difficultés. C'est là que souvent on arrive à calmer le jeu, c'est-à-dire nul n'est parfait, ça peut toucher tout le monde. On a tous nos vulnérabilités et dans ce cas-là, je dirais qu'on favorise la bienveillance un petit peu partagée. C'est pas être à tout prix idéaliste, mais quand même, ça peut passer par ça. Bon, on va pas pouvoir faire toutes les situations. C'est votre exemplaire. J'ai vu celles que vous avez cochées. Je dirais pas lesquelles vous avez cochées, mais c'est vrai que ça se lit tout seul, quoi. Tout seul. On est d'accord. Bon, maintenant, on va passer à vos questions. Alors, première question, j'ai plusieurs patientes je ne sais pas pourquoi il dit patientes, qui ont peur des ascenseurs. On traite comment ? Moi, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est l'hypnose. Alors, une peur fréquente, claustrophobie, on va dire, l'ascenseur ou d'autres. Vraiment, c'est le champ quand même très bien clair des thérapies comportementales, là aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à aller chercher derrière une peur des ascenseurs. Il faut y aller, quoi. C'est just do it. Et alors, en étant aidé, parce que soit on arrive tout seul, heureusement, plein de gens le font. Et puis, quand ça bloque un peu, il faut juste quelqu'un qui non pas qui vous pousse, mais qui vous amène dans l'ascenseur. Et qui reste un peu avec vous et qui, après, vous laisse tout seul. Alors, l'hypnose, on sait que l'hypnose marche chez certaines personnes, pas chez d'autres. C'est pas démontré, je dirais. Voilà, c'est moins sûr. Parmi les succès d'audience de cette émission, je peux vous assurer, il y a l'hypnose. C'est un succès de cabinet tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un patient que je vois qui ne dit pas « et au fait, l'hypnose ». Oui, mais ça a l'air de fasciner les médecins aussi, parce que ça a l'air de rendre de service quand même. Ça rend beaucoup de service, je pense, maintenant en médecine, c'est-à-dire les douleurs, la gestion des situations d'anesthésie, etc. Vous n'êtes pas formé, vous, par exemple, qui êtes professeur de psychiatrie, c'est pas quelque chose que vous regrettez? Non. Je regrette plein de choses, mais mais c'est fascinant. Oui, c'est fascinant. Alors pour la psychiatrie, moi, il se trouve qu'en plus j'ai fait pas mal de recherches bibliographiques sur ce qui paraît au départ simple, c'est-à-dire les phobies, par exemple. Il y a plutôt des résultats négatifs, c'est-à-dire que c'est pas du tout démontrable. Alors ça n'empêche pas des histoires individuelles, hein, c'est clair, mais quand on fait des moyennes, ça marche pas très très bien sur ces problématiques-là. En gros. L'image que je prends souvent, c'est l'hypnose, ça ouvre un peu le champ de la conscience ou de l'inconscient. Après, il faut faire des changements. C'est comme si vous avez un scalpel, vous ouvrez, si vous ne faites rien à l'intérieur, vous refermez. Ça a un effet un peu cathartique, un peu, on va dire, placebo. Mais un vrai changement, c'est en profondeur, quoi.
Au moment des vacances, abordez-vous la peur de l'eau? Ben non, dans le livre, vous n'abordez pas la peur de l'eau, mais... Tome 2. Tome 2, oui. Non, alors la peur de l'eau, c'est intéressant, parce qu'on l'oublie souvent. Il y a souvent derrière une agoraphobie quand même assez importante, parce que je me retrouve tout seul à un endroit où il n'y a plus d'appui réel, où j'ai pas pied. Souvent, c'est vraiment ça la crainte. Et puis des histoires souvent traumatisantes de l'enfance, des gens qui ont failli se noyer, ou des choses comme ça. Un conseil sur le vertige, ma femme en souffre et c'est d'autant plus surprenant qu'elle a fait de l'alpinisme dans sa jeunesse. Oui, ça va souvent aussi avec des éléments comme ça de peur de tomber, par exemple chez les personnes âgées. C'est souvent un peu vestibulaire quand même le point de départ, même si on ne trouve pas forcément les anomalies. Donc là aussi, c'est vraiment l'exposition. Il y a maintenant des outils, ce qu'on appelle en réalité virtuelle, qui permettent de se préparer en tout cas, parce qu'en fait, il faut vraiment y aller aussi, au haut d'un pont, au 5e étage. Ça existe pour le mal de mer d'ailleurs. À Brest, il y a une équipe qui fait ça, qui vous met en mal de mer avec des appareils de réalité virtuelle. Oui, parce que ça crée des conflits sensoriels, en fait, c'est souvent ça le problème. Et donc, on rééduque un peu son cerveau, en tout cas son système vestibulaire. C'est une peur aussi souvent très instinctuelle, très, très profonde. Certaines personnes l'ont dès la naissance, là c'est plus compliqué. Quand ça revient plus tardivement comme ça, c'est plus facile à soigner. Deux dernières questions. La première, c'est plus un commentaire. Un médecin qui dit « Toutes les peurs irrationnelles, c'est le tribut que l'on paie au traumatisme de l'enfance », avec un point d'interrogation. Alors ça peut, moi je dirais le tribut qu'on paye au traumatisme ou à la vie, mais confronté à notre mémoire un peu ancestrale, collective, de toutes les peurs qu'on nous a transmises. Parce que l'être humain a dû surmonter beaucoup d'obstacles et se méfier de beaucoup de choses. Donc on a un cerveau un peu animal, émotionnel, le cerveau limbique, et puis on a un cerveau très intelligent, et puis les deux, souvent, ça frotte, ça crée des conflits, et je crois que voilà, si on voulait résumer ça, ça serait... Il y a une dernière, c'est pas pour moi, mais c'est quelqu'un qui dit, puisque vous êtes en direct, vous pouvez nous donner le résultat du match du Sénégal dans la Coupe du Monde. Ben oui, le Sénégal est éliminé, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tous les cas, c'était juste avant de prendre l'antenne. Voilà, nous sommes en direct. C'est le moment de conclure. Votre conclusion, Antoine Pelissolo? Alors, je pense qu'on l'a déjà évoqué, mais l'auto-observation, c'est vraiment important, savoir comment on fonctionne. Ce n'est pas du nombrilisme, c'est vraiment s'observer quand il faut, vouloir changer et vouloir avoir un peu de détermination. Parce que malheureusement, ces problèmes-là peuvent paraître simples au début. Si on n'a pas une conduite longue, ça ne marche pas. Donc ça veut dire bien se traiter avec bienveillance, parce que sinon, on se fait du mal. Et puis, alors je dis toujours un peu d'humour, mais ça ne vous surprendra pas. C'est toujours important, c'est une prise de distance, ça rajoute du positif, et c'est une autre façon d'aller bien aussi. Alors vous dites attitude générale bienveillante et tolérante, détermination et humour. Je trouve ça pas mal. Vous rajoutez une citation que j'ai bien aimée, vous dites, comme dit William James, « Si vous voulez une qualité, agissez comme si vous la possédiez déjà ». Ce qu'on appelle la méthode Coué, non? En partie, méthode Coué, c'est ça va bien se passer, mais ça, c'est plutôt je fais les choses. Alors qu'on peut se dire oui, je suis le meilleur, tout va bien, mais si on ne fait pas, ça ne bouge pas. C'est plutôt le just do it dont je parlais tout à l'heure, sans citer de marque d'actualité aussi avec la Coupe du Monde, mais vous êtes dedans. Voilà. Ça prouve qu'il y a peut-être des psychiatres qui travaillent dans des sociétés de publicité. Donc je rappelle votre livre, vous êtes votre meilleur psy, chez Flammarion, c'est les vacances, conseillez-le à vos patients. Vous savez que quand je vous dis ça, généralement c'est que je le pense. Et puis il y a une bonne nouvelle, dans votre dédicace, vous nous annoncez un prochain ouvrage, c'est Ma femme, ma meilleure psy. J'ai beaucoup de chance, c'est une femme formidable et c'est aussi une psychologue formidable, donc vous savez tout. On dit que c'est beaucoup plus difficile de trouver une psychologue qu'un psychiatre. Je pensais qu'une femme. Donc. Non. Mais c'est une profession qui aurait besoin d'un peu plus de monde, non? Alors il y a du monde, simplement c'est mal organisé, il y a le problème du remboursement, donc on y travaille pour que les psychothérapies soient remboursées aussi par la sécurité sociale. Vous savez que Nicolas, c'est toujours vous qui avez le dernier mot, celui de la conclusion. La dernière fois, on avait fait une émission sur l'activité physique, prescription non médicamenteuse. Là, on fait une émission à partir de votre livre, qui est aussi une prescription non médicamenteuse pour les patients, mais pour les médecins aussi. Je pense qu'il y a plein de trucs très utiles. Les essentiels, à chaque fois, il y a un petit résumé à la fin des chapitres sur les choses à retenir et que faire. Un bouquin à lire cet été pour attaquer la rentrée avec des bonnes résolutions et des bons outils. On vous retrouve en septembre. Bonnes vacances. Oui, mais
Vous serez fidèle au rendez-vous. On peut tirer une conclusion des 6 premières, de ces 6 premiers mois de l'année, un partenariat qu'on avait à cœur de porter. Je crois qu'on peut être content. Hein, ouais, ça se passe très bien. Et puis c'est passionnant, c'est intéressant. Voilà. En tous les cas, on essaye de vous faire partager notre passion. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. On se retrouve en septembre. Je vous rappelle l'adresse des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et vos suggestions et vos questions. jdflemoine@gmail.com. Pour revoir nos émissions ou en faire profiter nos collègues ou des amis, il suffit d'aller sur le site Fréquence Médicale. Et bien évidemment, toutes nos émissions, pas que celles du GDF, sont sur notre chaîne YouTube Fréquence Médicale. N'oubliez pas de liker, pouce levé. On va faire un gros effort cet été pour que plus de gens possibles puissent voir ces émissions. Bonnes vacances. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.